Et si je vous disais que les secrets de la guerre moderne ne se trouvent pas seulement dans les manuels de West Point ou de Saint-Cyr, mais gravés dans la pierre, il y a plus de 3000 ans. Imaginez un monde en plein bouleversement. L'âge du bronze s'effondre, les grands empires vacillent, et de nouvelles puissances émergent des cendres, affamées de conquêtes. C'est une époque de chaos, où la survie d'une ville, d'un peuple, d'une culture entière se mesure à la hauteur et à l'ingéniosité de ses murs. Dans ce creuset de violence et d'incertitude, des ingénieurs anonymes, armés de simples outils de bronze et de leur seule intelligence, ont conçu des défenses si avancées, si complexes et si psychologiquement redoutables qu'elles étonneraient encore les stratèges militaires les plus aguerris de notre époque. Nous parlons de concepts que nous considérons comme l'apanage de la polyorcétique moderne. La défense en profondeur, qui ne cherche pas à stopper l'ennemi d'un coup, mais à l'épuiser à travers une succession d'obstacles. Des zones de la mort, savamment aménagées, où les assaillants sont canalisés et exposés à des tirs croisés mortels. L'utilisation de la topographie, non pas comme une contrainte, mais comme une arme. Ces principes n'ont pas été inventés au XXe siècle. Ils ont été perfectionnés sur des collines arides du Levant, bien avant que Rome ne soit ne serait-ce qu'un village de huttes. Imaginez une époque où la survie dépendait bien sûr de la force brute de ses soldats, de leur courage face à des armées innombrables. Mais peut-être plus encore, du génie silencieux de ces architectes. Ces hommes n'étaient pas de simples maçons, ils étaient des mathématiciens, des logisticiens, des psychologues et des grands stratèges. Ils devaient anticiper les tactiques de l'ennemi, comprendre ses peurs et transformer le paysage lui-même en un allié redoutable. Leur champ de bataille n'était pas la plaine boueuse, mais la planche à dessin, la carrière de pierre et le chantier monumental qui mobilisait toute une société. Ces bâtisseurs antiques travaillaient la pierre, la terre et surtout l'ingéniosité. Sans acier, sans béton armé, sans machines motorisées, ils ont déplacé des monolithes pesant des dizaines de tonnes. Ils ont érigé des remparts si épais que des chars auraient pu y parader. Ils ont taillé la roche vive pour créer des fossés infranchissables. Ils ont utilisé la terre compactée pour créer des glacis, des pentes lisses et exposées qui ralentissaient les béliers et les tours de siège, laissant les assaillants à la merci des archers postés au sommet. Ils créaient des forteresses, pas de simples barrières. Une barrière est passive. Elle attend d'être brisée. Une forteresse, elle, est une arme. Elle riposte. Chaque élément était une pièce d'un puzzle mortel. Les portes, point faible par nature, étaient transformées en pièges sophistiqués. Des portes à tenailles, avec des cours intérieures où les assaillants, après avoir franchi une première porte, se retrouvaient encerclés, piégés sous un déluge de projectiles venus de toutes parts. Les tours n'étaient pas de simples postes d'observation. Leur placement était calculé pour créer des angles de tir qui se couvraient bien mutuellement, ne laissant aucun angle mort. C'étaient des systèmes complexes, des chefs-d'œuvre de pensée stratégique intégrés. Et ces défenses étaient conçues pour une raison bien précise: protéger des royaumes entiers et défier la puissance d'empires tentaculaires. Elles devaient résister à la machine de guerre la plus terrifiante de l'époque, l'armée assyrienne. Les Assyriens étaient les maîtres du siège. Leurs annales royales se vantent de leur efficacité brutale, décrivant en détail leurs rampes de siège, leurs béliers monstrueux à tête de fer et leurs sapeurs qui creusaient sous les fondations des murs. Faire face à une légion assyrienne, c'était faire face à une force implacable, méthodique et cruelle. Et pourtant, certaines de ces forteresses ont tenu. Elles ont résisté. Ces murs étaient bien plus que des ouvrages militaires. Ils étaient les gardiens silencieux d'une civilisation. À l'intérieur de leur étreinte protectrice, la vie pouvait continuer. Les marchés pouvaient prospérer. Les prêtres pouvaient prier. Les artisans pouvaient créer. Le mur était la ligne de démarcation entre l'ordre et le chaos, entre la sécurité et l'anéantissement. Chaque pierre, posée par des mains aujourd'hui disparues, est un témoignage d'une volonté inébranlable de préserver un mode de vie, une identité, un avenir. Aujourd'hui, des millénaires plus tard, nous voyageons dans le temps. Notre quête, redécouvrir ces forteresses oubliées et percer les secrets de leurs concepteurs. Nous allons enlever les couches de poussière et de légende qui les recouvrent. Car souvent, la taille même de ces constructions a fait croire qu'elles étaient l'œuvre de géants ou de dieux. La vérité, bien plus fascinante, est qu'elles sont le fruit du génie humain. Avec l'aide de l'archéologie moderne, de la modélisation 3D et des technologies de pointe comme le lidar, nous allons littéralement voir à travers la terre et la pierre pour révéler les plans cachés.
nous marcherons ensemble parmi les ruines monumentales qui se dressent encore, comme de fiers vestiges face à l'éternité. Nous sentirons la chaleur du soleil sur des pierres qui ont vu passer des empires. Nous nous tiendrons là où des sentinelles scrutaient à l'horizon, guettant l'arrivée de l'ennemi. Car ce ne sont pas de simples tas de pierres. Ce sont des archives à ciel ouvert, des liens tangibles avec un passé de courage, d'innovation et d'un esprit indomptable. Préparez-vous à déchiffrer le langage de la pierre, à rencontrer les maîtres oubliés de la guerre de siège et à comprendre comment, il y a 3000 ans, l'homme a bâti pour l'éternité afin de survivre au lendemain. Au cœur du croissant fertile, ce corridor de terre qui a vu naître l'agriculture et l'écriture, se trouve une bande de terre étroite, un pont terrestre reliant l'Afrique à l'Asie. C'est ici, sur cette scène géopolitique primordiale, que l'histoire d'Israël prend racine. Ce n'est pas simplement un lieu, mais un carrefour inévitable, une artère vitale pour le commerce, la culture et surtout pour la guerre. Dans l'Antiquité, se tenir ici, c'était se tenir à l'épicentre des ambitions des plus grands empires du monde. Au sud, la majestueuse Égypte des pharaons, une civilisation millénaire dont les armées de chars convoitaient les richesses du Levant. Au nord-est, depuis les plaines fertiles de la Mésopotamie, se sont succédées les puissances implacables de la Syrie, de la Babylonie et de la Perse, chacune projetant son ombre sur la région. Plus tard, l'horizon s'élargira pour inclure les Grecs, puis l'empire insatiable de Rome. Pour les peuples qui habitaient cette terre, cette géographie était à la fois une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction car les grandes routes commerciales apportaient richesse et idées. Mais une malédiction, car ces mêmes routes étaient des autoroutes pour les invasions. Chaque génération vivait sous la menace d'une nouvelle conquête. Cette pression existentielle constante a transformé la survie en un art. Pour comprendre l'ingénierie défensive d'Israël, il faut d'abord comprendre la nature de ses ennemis. Prenons l'empire néo-assyrien. Leurs armées n'étaient pas de simples hordes, mais des machines de guerre méthodiques et terrifiantes. Leurs bas-reliefs, comme ceux découverts dans le palais de Sennachérib, ne sont pas que de l'art. Ce sont des manuels de guerre psychologiques. Ils y dépeignent avec une précision glaçante leurs tactiques de siège et le sort horrible réservé aux vaincus. Face à une telle menace, une simple palissade était une condamnation à mort. Les Égyptiens, avec leurs rapides escadrons de chars, présentaient un défi différent, exigeant des défenses capables de briser leur élan. Plus tard, les légions romaines, maîtres de l'ingénierie de siège, apporteront leurs propres défis, capables de construire des ouvrages d'art, comme la rampe de Masada, pour venir à bout des forteresses les plus imprenables. Chaque empire apportait sa propre doctrine de la guerre, et à chaque fois, les défenseurs devaient s'adapter, anticiper et innover. Cette réalité géographique précaire a donc forcé les habitants à devenir des maîtres de l'innovation. Alors que leurs puissants voisins pouvaient compter sur le nombre, les royaumes d'Israël et de Juda devaient compter sur leur ingéniosité. La survie n'était pas acquise, elle devait être gagnée, planifiée et construite pierre par pierre. C'était une philosophie gravée dans le paysage même. Imaginez cet architecte. Son travail n'est pas seulement technique, il est sacré. Il ne pense pas en termes de murs, mais en termes de système. Il ne voit pas une colline, mais une position dominante. Sa devise, nous ne pouvons pas les surpasser en nombre, alors nous devons les surpasser en intelligence. Cette mentalité a donné naissance à un arsenal de pierres et d'astuces. Les vestiges que nous découvrons aujourd'hui ne sont pas de simples ruines. Ce sont les témoins silencieux de cette course à l'armement technologique, où l'intelligence était le bouclier le plus puissant. Commençons par les murs. Une innovation cruciale est apparue. Le mur à casemate. Il s'agit de 2 murs parallèles, reliés par des cloisons, créant des chambres internes. En temps de paix, ces casemates servaient d'espace de stockage ou de garnison. Mais à l'approche d'un ennemi, elles étaient remplies, transformant le mur en une structure massive, incroyablement résistante aux béliers. Cette conception à double usage était à la fois économique et extraordinairement efficace. Au pied de ces murs, on ajoutait souvent un glacis, un remblai de terre et de pierre, souvent plâtré, avec une pente abrupte. Le glacis avait un triple objectif. Il empêchait les engins de siège d'atteindre la base du mur, il exposait les assaillants et il prévenait le minage des fondations. Mais un mur, aussi solide soit-il, n'est rien sans son point le plus faible, la porte. C'est là que l'ingéniosité israélite a atteint des sommets. Les portes ont évolué de simples ouvertures à des complexes fortifiés. Les archéologues ont mis au jour des portes monumentales à 6, 4, puis 2 chambres,
comme celles de Megiddo, Hazor et Gézer. Imaginez un attaquant qui parvient à forcer la première porte. Il ne se retrouve pas dans la ville, mais dans une première chambre, une véritable souricière, exposée aux tirs venant des murs au-dessus et des meurtrières sur les côtés. De plus, beaucoup de ces portes utilisaient un accès en chicane, ou axe coudé. L'assaillant devait effectuer un virage à 90 degrés pour entrer, ce qui brisait l'élan d'un bélier et exposait le flanc droit des soldats, le côté non protégé par leur bouclier, aux défenseurs. C'était une conception simple, mais géniale, transformant le seuil de la cité en un piège mortel. Ces cités fortifiées n'étaient mieux pas des îles isolées. Elles faisaient partie d'un réseau défensif intégré. Des tours de guet, construites sur des points élevés, se dressaient comme des sentinelles de pierre. À la vue d'une armée, un signal de fumée le jour ou de feu la nuit était allumé. La tour suivante le relayait. En quelques heures, le roi dans sa capitale pouvait être informé d'une invasion, lui donnant un temps précieux pour se préparer. Peut-être l'innovation la plus vitale concernait-elle l'eau. Une ville pouvait avoir les murs les plus épais, mais sans eau, elle était condamnée. Or, les sources se trouvaient souvent à l'extérieur des murs. Les ingénieurs de l'âge du fer ont accompli des prouesses pour résoudre ce problème. À Megiddo, Hazor et Gézer, ils ont creusé des puits verticaux massifs, suivis de tunnels pour atteindre la nappe phréatique, la rendant accessible de l'intérieur. L'exemple le plus célèbre est le tunnel d'Ézéchias à Jérusalem. Creusé au 8e siècle avant notre ère en prévision du siège assyrien, ce tunnel de 533 mètres a été percé dans la roche par deux équipes partant des extrémités opposées, qui se sont rencontrées au milieu avec une précision stupéfiante. Il a détourné l'eau de la source de Gihon vers le bassin de Siloé, à l'intérieur de la ville, un chef-d'œuvre assurant la survie de Jérusalem. Au-delà de la maçonnerie, la plus grande ressource des anciens Israélites était le terrain lui-même. Ils étaient des maîtres de la topographie stratégique. Le terrain n'était pas un obstacle, mais un allié, un multiplicateur de force. Les villes étaient érigées sur des tels, des collines artificielles offrant une position dominante. Les architectes intégraient le paysage dans leur défense avec une habileté remarquable. Une falaise abrupte devenait le mur. Les vallées et les ravins étaient vus comme des goulets d'étranglement naturels où une armée ennemie pouvait être canalisée et anéantie. C'était une forme de guerre asymétrique avant l'heure, où la connaissance intime du terrain valait plus que 1000 soldats. Ainsi, ce qui émerge de ce contexte historique n'est pas seulement une série de techniques, mais une véritable culture de la prévoyance stratégique. Cet héritage est stupéfiant. Les portes à chambres multiples, les accès en chicane, l'intégration du terrain, la sécurisation des points d'eau, beaucoup de ces concepts que l'on associe aux châteaux forts de l'Europe médiévale étaient déjà maîtrisés en Israël plus de 1000 ans auparavant. Ce voyage dans le passé nous révélera comment, face à des empires colossaux, une petite nation a pu survivre et laisser une empreinte durable, non pas grâce à la taille de ses armées, mais grâce à la force de ses idées et à la résilience de ses pierres. C'est cette histoire d'ingéniosité, née de la nécessité, que nous allons maintenant explorer en détail. Au cœur de la vallée du Jourdain, sur le monticule de Tel et Sultan, se dresse Jéricho, la plus ancienne cité fortifiée du monde. Ces murs, érigés il y a plus de 8000 ans, ne sont pas que de la pierre. Ils sont le symbole d'une révolution. Pour la première fois, l'humanité nomade a choisi de s'enraciner, de construire et de se défendre, unissant ses forces pour ériger une barrière monumentale entre son monde et l'inconnu. Imaginez l'effort colossal. Des murs de pierre brute, sans mortier, s'élevant à près de 4 mètres de haut. Au centre, une tour massive de plus de 8 mètres, un exploit d'ingénierie préhistorique, veillait sur les environs. Un large fossé, creusé à même la roche, complétait ce dispositif redoutable. Ce n'était pas l'œuvre de quelques-uns, mais le fruit d'un effort collectif mobilisant toute la communauté, un témoignage de leur organisation sociale et de leur volonté de survivre. Mais pourquoi une telle forteresse? La peur d'abord. Peur des rivaux attirés par les richesses de l'oasis. L'eau et le grain. La survie, ensuite, en protégeant ses ressources vitales. Mais la tour soulève une autre question. Simple poste de guet, ou plus. Certains y voient un sanctuaire, un observatoire céleste, un lien entre la terre et le ciel. Ces murs étaient donc bien plus qu'une barrière. Ils étaient un symbole de pouvoir, de permanence et de foi. Pourtant, malgré leur puissance, ces murs se sont effondrés. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. La chute la plus célèbre, immortalisée par les textes sacrés, est devenue l'un des plus grands mystères de l'archéologie.
Comment une forteresse aussi formidable a-t-elle pu être réduite en poussière? Les théories s'affrontent entre science, stratégie et spiritualité. La première explication est géologique. Jéricho est situé sur la faille du Jourdain, une zone sismique très active. Les archéologues ont d'ailleurs trouvé des preuves de destruction par des tremblements de terre à différentes époques. Un séisme assez violent aurait pu suffire à fissurer et déstabiliser les murs, provoquant leur effondrement spectaculaire. La nature elle-même aurait été l'assaillant le plus redoutable. L'ingéniosité humaine offre une autre piste. Face à une telle muraille, une attaque frontale était vaine. Mais une tactique plus insidieuse, le travail de sape, aurait pu être utilisé. En creusant des tunnels sous les fondations et en y mettant le feu, les assaillants auraient pu provoquer l'effondrement d'une section du mur. Une technique de siège complexe peut être inventée ici, dans l'ombre de Jéricho. Enfin, il y a le récit biblique, une histoire de foi et de miracles. Le livre de Josué décrit les Israélites marchant autour de la ville, puis faisant sonner les trompettes, provoquant la chute des murs. Au-delà du miracle, cette histoire pourrait être la mémoire poétique d'un événement réel, comme un séisme, interprété comme un signe divin. Ou peut-être est-ce une allégorie de la foi, capable de renverser tous les obstacles. Les peuples cananéens et israélites ont affiné l'art de la défense, fossés, remparts inclinés et l'utilisation du relief naturel pour rendre les sièges presque impossibles. Ces innovations serviront plus tard au royaume de Juda et d'Israël, transformant les villes en forteresses imprenables. À Megiddo, Hazor et Gézer, les ingénieurs du roi Salomon construisent des systèmes de portes à 6 chambres. Un chef-d'œuvre de conception défensive. Chaque passage est conçu pour ralentir l'ennemi, le piéger, le canaliser. Les murs à double casemate offrent un espace de stockage et une solidité inégalée. La ville devient elle-même une arme. Ces fortifications n'étaient pas isolées, elles dictaient la vie des habitants. Les marchés, les maisons et les temples étaient construits à l'intérieur des remparts. Chaque pierre témoignait d'une société où architecture et survie ne faisaient qu'un. Les fortifications israéliennes ont dû affronter les plus grandes armées du monde antique, les Assyriens, puis les Babyloniens. Malgré leur puissance, ces envahisseurs ont souvent trouvé en face d'eux une résistance acharnée, soutenue par des forteresses d'une conception exceptionnelle. Des siècles plus tard, Masada devient le théâtre d'une résistance héroïque. Hérode le Grand transforme cette montagne en forteresse imprenable. Mais en 73 après J.Ch., la 10e légion romaine encercle la montagne. Les défenseurs juifs, plutôt que de se rendre, choisissent la mort. Masada devient un symbole éternel de courage et de liberté. Des siècles plus tard, les principes de ces fortifications inspireront encore les ingénieurs militaires modernes. L'idée d'utiliser le terrain, de construire en couches, de combiner défense et stratégie, tout cela est né ici, dans les collines d'Israël. Ces murs racontent une histoire d'ingéniosité, de foi et de survie. Ils rappellent que la véritable force réside dans la créativité humaine face à l'adversité. Et toi, que penses-tu de cette histoire? Laisse ton avis dans les commentaires. Abonne-toi à Chroniques des Temps Saints pour découvrir d'autres récits puissants qui ont façonné notre monde. Et partage cette vidéo pour que plus de gens connaissent cette histoire.